Lire les gens instantanément. Produit et lu par Livre Académie. Introduction. Dans les 7 premières secondes d'une rencontre, ton cerveau a déjà pris une décision sur la personne en face de toi. Le problème, c'est qu'il utilise des informations que tu n'as jamais appris à lire consciemment. Ce livre t'apprend à lire ce que ton cerveau voit déjà. Tu as déjà rencontré quelqu'un et ressenti, sans savoir pourquoi, que quelque chose ne collait pas. Pas un fait précis, pas une preuve. Juste une sensation, diffuse mais persistante, que les mots et la réalité ne s'alignaient pas tout à fait. Cette sensation n'était pas de l'intuition mystérieuse, c'était de l'observation. Ton cerveau avait capté des dizaines de signaux que tu n'avais pas encore appris à nommer. Une microtension dans la mâchoire, un regard qui s'échappe une fraction de seconde trop tôt, un sourire qui s'arrête avant d'atteindre les yeux, des mots choisis avec une précision qui trahit qu'ils ont été préparés plutôt que ressentis. Ces signaux existent. Ils sont constants, ils sont mesurables, et la grande majorité des gens passent leur vie entière à côté d'eux, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce que personne ne leur a jamais appris à regarder. Pense à la façon dont tu écoutes de la musique. La plupart des gens entendent une chanson et perçoivent un tout, une mélodie, une ambiance, une émotion générale. Mais un musicien formé entend autre chose. Il entend la ligne de basse séparée de la ligne de chant. Il entend la structure harmonique sous la mélodie. Il entend les silences entre les notes autant que les notes elles-mêmes. Il n'a pas de meilleure oreille que toi, biologiquement. Il a appris à écouter différemment. Et cette façon d'écouter, lui, ouvre une dimension de la musique que tu n'entends pas encore. Lire les gens fonctionne exactement de la même façon. La plupart des gens perçoivent une conversation comme un tout. Des mots, un ton, une impression générale. Mais quelqu'un qui a appris à observer perçoit autre chose. Il perçoit le corps séparé des mots. Il perçoit le choix précis du vocabulaire derrière le sens général. Il perçoit la direction des yeux, la tension des épaules, la position des pieds. Il perçoit ce que la personne ne dit pas autant que ce qu'elle dit. Et cette façon d'observer lui ouvre une dimension des interactions humaines que la plupart des gens traversent sans jamais voir. À travers 5 chapitres, tu vas découvrir les mécanismes qui gouvernent le comportement humain bien en dessous du niveau des mots. Tu vas apprendre ce que le corps dit quand la bouche essaye de cacher. Tu vas comprendre pourquoi le vocabulaire que quelqu'un choisit révèle son état intérieur bien plus précisément que ce qu'il affirme. Tu vas voir comment les yeux communiquent une vérité que la volonté ne contrôle pas. Tu vas apprendre à identifier les motivations cachées derrière les demandes apparentes. Et tu vas découvrir comment lire une pièce entière, une dynamique de groupe, en quelques secondes d'observation attentive. Ces compétences ne sont pas réservées aux détectives, aux thérapeutes ou aux négociateurs de crise. Elles sont utilisables dans chaque conversation du quotidien, dans chaque réunion professionnelle, dans chaque relation qui compte. Elles te permettront de mieux comprendre les gens que tu aimes, de naviguer plus intelligemment dans les situations complexes et de te faire moins surprendre par les comportements que tu n'avais pas vus venir. Ce ne sont pas des techniques de manipulation. Ce sont des compétences d'observation. La différence est fondamentale. Observer les gens avec précision, c'est les respecter suffisamment pour voir ce qu'ils sont vraiment, au-delà de ce qu'ils choisissent de montrer. C'est les rencontrer là où ils sont réellement, plutôt que là où leurs mots les placent. Les meilleurs négociateurs du monde, les thérapeutes d'exception, les grands leaders qui inspirent une confiance immédiate, les médecins qui diagnostiquent juste avant même les examens, ont tous développé cette compétence. Ils ne sont pas des devins. Ils ne possèdent pas de pouvoir particulier. Ils sont des observateurs entraînés qui ont appris à traiter consciemment ce que tout le monde perçoit inconsciemment. Ton cerveau voit déjà tout ce dont tu as besoin. Les signaux sont là, présents dans chaque interaction, chaque conversation, chaque regard échangé. Il est temps d'apprendre à les lire. Chapitre numéro 1. Ce que le corps dit avant la bouche. Paul Ekman, les micro-expressions et le langage corporel. La réflexion. Imagine 2 personnes
qui te disent exactement la même phrase. Je vais bien. Même mot, même ordre, même signification littérale. Pourtant, tu sais, dès la première fraction de seconde, si c'est vrai ou non. Tu ne sais pas toujours expliquer comment tu le sais. Mais tu le sais. Ce que tu captes dans cet instant, c'est le décalage entre ce que la bouche dit et ce que le corps montre. La voix peut mentir facilement. Les mots peuvent être préparés, répétés, polis jusqu'à la perfection. Mais le corps, lui, parle un langage beaucoup plus ancien que les mots. Un langage que le cerveau émotionnel produit avant même que le cerveau rationnel ait eu le temps de décider quoi dire. Ce décalage entre le corps et la parole, c'est la source d'information la plus riche et la plus fiable que tu aies à ta disposition dans n'importe quelle interaction humaine. Et la plupart des gens ne l'ont jamais appris à lire. Ce que la science dit. Dans les années 1960, le psychologue Paul Ekman commence à photographier des milliers de visages humains dans des cultures radicalement différentes, des tribus isolées de Papouasie-Nouvelle-Guinée aux habitants des grandes villes américaines. Sa question est simple. Les émotions s'expriment-elles de façon universelle sur le visage humain ou apprend-on à les montrer différemment selon la culture? Sa réponse change définitivement la compréhension de la communication humaine. Il identifie 7 émotions de base dont les expressions faciales sont identiques dans toutes les cultures humaines étudiées. La joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise et le mépris. Ces expressions sont produites automatiquement par le système nerveux autonome, avant que la conscience ait le temps d'intervenir. Ekman découvre également ce qu'il appelle les micro-expressions, des expressions faciales qui durent entre un 20e et un 5e de seconde, trop rapides pour être contrôlées consciemment, mais suffisamment réelles pour être captées et analysées. Ces micro-expressions apparaissent quand quelqu'un ressent une émotion forte qu'il tente de dissimuler. Elles constituent, selon ses travaux, l'une des sources les plus fiables d'informations émotionnelles disponibles dans une interaction humaine. L'histoire vraie, Paul Ekman et le cas Clinton. En 1998, lors de sa déposition télévisée dans l'affaire qui allait conduire à sa mise en accusation, le président américain Bill Clinton prononce une phrase qui restera dans l'histoire de la communication politique. « Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, mademoiselle Lewinsky. » Sa voix est ferme, son regard direct, ses mains posées sur le pupitre. Tout, en surface, communique la certitude. Paul Ekman, qui regardait cette déclaration à la télévision, vit autre chose. À l'instant précis où Clinton prononce le mot « 7 », son visage produit une micro-expression d'une fraction de seconde qui n'appartient pas à la certitude. C'est une expression que les travaux d'Ekman classifient comme associée au mépris ou à la honte, une contraction asymétrique des muscles faciaux qui dure moins d'une seconde avant que le masque de la conviction revienne. Ekman utilise cet exemple non pas pour juger Clinton, mais pour illustrer ce que des décennies de recherche lui ont appris. Le corps ne peut pas maintenir un mensonge avec la même cohérence que la parole. Quand une émotion réelle entre en conflit avec ce qu'on choisit d'exprimer, elle trouve toujours une faille. Une micro-expression, une tension dans l'épaule, un pied qui pointe vers la sortie alors que le regard reste ancré dans le vôtre. Les travaux d'Ekman ont été intégrés dans les programmes de formation du FBI, de la CIA, des services de douane et des négociateurs de crise à travers le monde. Ces méthodes ont également inspiré la série télévisée Lie to Me, qui a popularisé l'idée que le visage humain est un livre ouvert pour ceux qui ont appris à le lire. Ce que ces recherches démontrent, au-delà de la détection du mensonge, c'est quelque chose de plus fondamental et de plus utile dans la vie quotidienne. Chaque émotion que ressent une personne laisse une trace physique mesurable. Et apprendre à reconnaître ces traces, c'est accéder à une dimension de la communication humaine que les mots seuls ne peuvent pas transmettre. Le dialogue. Il m'a dit que ma candidature était excellente. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne le crois pas vraiment. Qu'est-ce que tu as observé d'autre pendant l'entretien? Il hochait la tête en souriant quand je parlais.
mais ses pieds étaient tournés vers la porte depuis le début. Les pieds ne mentent presque jamais. Ils pointent vers où le cerveau veut aller. Si son corps voulait partir pendant que sa bouche te félicitait, tu as ta réponse. Mais comment je peux être sûr? C'est peut-être juste sa façon de s'asseoir. Tu cherches un signal isolé. Ce qui compte, c'est la cohérence. Est-ce que son corps, ses mots et son regard disaient tous la même chose? Sinon, c'est le corps qui dit la vérité. La leçon. Quand les mots et le corps ne disent pas la même chose, crois le corps. Il parle un langage plus ancien, plus honnête, que la parole n'a jamais réussi à contrôler complètement. Apprends à chercher la cohérence entre ce que tu entends et ce que tu vois. C'est là que la vérité se cache. L'exercice pratique. Cette semaine, lors de tes conversations, entraîne-toi à observer 3 choses simultanément. Les mots prononcés, la direction des pieds et des épaules, et la synchronisation entre le sourire et les yeux. Un sourire authentique fait plisser les yeux et crée de petites rides au coin. Un sourire de façade mobilise seulement les muscles de la bouche. Cette distinction seule, observée consciemment pendant une semaine, va transformer la façon dont tu lis les gens autour de toi. Chapitre numéro 2. Les mots qu'on choisit révèlent tout. Sigmund Freud. Le vocabulaire comme miroir de l'esprit. La réflexion. Écoute la façon dont les gens parlent d'eux-mêmes. Pas ce qu'ils disent. Comment ils le disent. Quels mots ils choisissent. Lesquels ils évitent. Comment ils se positionnent dans leurs propres histoires. Quelqu'un qui parle de ses échecs en disant « ça n'a pas marché » et quelqu'un qui dit « j'ai échoué » te donne 2 informations radicalement différentes sur leur rapport à la responsabilité. Quelqu'un qui commence chaque phrase par « je dois » vit dans une réalité d'obligation. Quelqu'un qui dit « je choisis de » vit dans une réalité de liberté. Ce ne sont pas juste des habitudes de langage. Ce sont des fenêtres ouvertes sur la structure intérieure de la personne. Les mots qu'on choisit ne sont jamais vraiment aléatoires. Ils sont filtrés par notre état émotionnel, nos croyances profondes, nos peurs non dites et nos désirs inavoués. Et quand on apprend à les écouter vraiment, on entend bien plus que ce que la personne avait prévu de dire, ce que la science dit. En 1901, Sigmund Freud publie Psychopathologie de la vie quotidienne, un ouvrage dans lequel il documente des centaines de cas de ce qu'on appellera les lapsus freudiens, des erreurs de langage qui révèlent, selon lui, des pensées ou des désirs inconscients que le locuteur cherchait à dissimuler ou n'avait pas encore reconnus. Freud considérait ces glissements de langue non pas comme des erreurs, mais comme des vérités qui trouvent une fissure dans le contrôle conscient. Des décennies plus tard, le psychologue James Pennebaker, de l'Université du Texas, a poussé cette intuition bien plus loin, avec des méthodes quantitatives rigoureuses. En analysant des millions de textes et de conversations, il a montré que la façon dont les gens utilisent les petits mots fonctionnels, les pronoms, les prépositions, les articles, révèle leur état psychologique avec une précision étonnante. Les personnes dépressives utilisent significativement plus le pronom « je » que les personnes non dépressives. Les personnes qui mentent utilisent moins de pronoms à la première personne, créant inconsciemment une distance entre elles et ce qu'elles disent. Les personnes sous stress utilisent des temps verbaux différents de ceux qu'elles emploient en situation de calme. Le langage, selon Pennebaker, est un scanner neurologique accessible à tous ceux qui savent l'écouter. L'histoire vraie. Freud et le lapsus du président. Parmi les centaines de cas documentés par Freud dans son ouvrage de 1901, l'un des plus célèbres est celui d'un président de séance parlementaire autrichien qui, au moment d'ouvrir une session particulièrement difficile, déclara solennellement « Messieurs, je constate la présence du nombre requis de membres et déclare donc la séance close. » Il voulait dire « ouverte ». Il avait dit « close ». Freud y vit immédiatement ce qu'il appelait un acte manqué significatif. Le président ne voulait pas que cette séance ait lieu. La tension politique était à son comble. Les débats qui allaient suivre lui inspiraient une anxiété profonde. Et son inconscient, incapable de contenir cette réalité,
avait trouvé une fissure d'une seconde dans le contrôle conscient pour exprimer ce que la politesse et le protocole l'empêchaient de dire ouvertement. Ce que Freud a documenté dans des milliers de cas semblables, c'est un principe qui va bien au-delà de la psychanalyse. La parole est un filtre, et ce filtre a des fuites. Plus la pression émotionnelle est forte, plus les fuites sont fréquentes et révélatrices. Un dirigeant qui parle de son équipe en disant « mes employés » plutôt que « mes collaborateurs » te dit quelque chose sur sa conception du pouvoir. Un partenaire qui dit « si ça marche entre nous » plutôt que « quand ça marchera » te dit quelque chose sur son niveau d'engagement réel. Une personne qui commence systématiquement ses phrases par « oui, mais » te dit quelque chose sur sa capacité à véritablement recevoir ce qu'on lui dit. Ces signaux ne sont pas des preuves, ils sont des informations, des données à collecter, à croiser, à observer dans le temps. Mais pour celui qui a appris à les entendre, chaque conversation devient une source d'information d'une richesse que la plupart des gens ne soupçonnent pas. James Pennebaker, dont les travaux ont validé et enrichi l'intuition freudienne avec des outils statistiques rigoureux, a montré quelque chose de particulièrement utile. On peut prédire avec une précision remarquable l'état émotionnel d'une personne, son niveau de stress, sa sincérité et même sa probabilité de succès dans certains contextes, simplement en analysant la structure de son langage, sans tenir compte du contenu de ce qu'elle dit. Ce ne sont pas les grandes déclarations qui révèlent, ce sont les petits mots du quotidien. Le dialogue. Il a dit qu'il soutenait mon projet à 100%. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit « Je pense que c'est une bonne initiative et je ferai de mon mieux pour t'aider si les conditions le permettent. » Tu vois la différence entre ce qu'il a dit et ce que tu en as retenu? Il a dit « si les conditions le permettent » et « je ferai de mon mieux », ce qui n'est pas un engagement, et « je pense que » qui n'est pas une conviction. Les mots de soutien étaient là. L'engagement, lui, ne l'était pas. Écoute les mots précis, pas le sens général que tu veux y entendre. La leçon. Les gens te disent exactement où ils en sont, à condition que tu écoutes les mots qu'ils choisissent, plutôt que le sens que tu veux leur donner. Apprends à entendre la différence entre « je vais le faire » et « je vais essayer », entre « c'est une bonne idée » et « je suis convaincu », entre « si » et « quand ». Ces petits mots portent de grandes vérités. L'exercice pratique. Pendant une semaine, dans tes conversations importantes, note mentalement 3 catégories de mots. Les mots de certitude, je vais, je suis convaincu, c'est décidé. Les mots de doute, je pense, peut-être, si possible. Et les mots de distance, on, les gens, ça, utilisés là où tu attendrais un jeu. Tu n'as pas besoin de tout analyser en temps réel. Il suffit d'affiner ton écoute progressivement. Après quelques jours, tu commenceras à entendre des choses que tu n'avais jamais remarquées avant, dans les conversations des autres, et dans les tiennes aussi. Chapitre numéro 3. Ce que les yeux ne peuvent pas cacher. Les négociateurs du FBI. Le regard, la dilatation, l'attention, la réflexion. On dit depuis longtemps que les yeux sont le miroir de l'âme. C'est une métaphore poétique. Mais c'est aussi, littéralement, une vérité neurologique. Les yeux sont la seule partie du cerveau directement visible depuis l'extérieur. La rétine, le nerf optique et les structures qui les entourent sont des extensions directes du tissu cérébral. Quand tu regardes les yeux de quelqu'un, tu regardes son cerveau. Et le cerveau, contrairement à la bouche, ne peut pas décider de mentir. La dilatation des pupilles, la direction du regard, la fréquence des clignements, la façon dont les yeux bougent, quand quelqu'un cherche une information en mémoire ou quand il en construit une nouvelle. Tous ces mouvements sont produits par le système nerveux autonome, le même système qui fait battre ton cœur et qui règle ta respiration. Tu ne contrôles pas plus le mouvement de tes yeux que tu ne contrôles ta pression sanguine. Et c'est précisément pour ça que les yeux révèlent ce que tout le reste essaye de cacher, ce que la science dit. Les pupilles humaines se dilatent automatiquement face à quelque chose qui intéresse ou excite le cerveau, et se contractent face à quelque chose
qui le déplaît ou l'ennuie. Ce mécanisme est entièrement involontaire. Des études menées à l'Université de Chicago dans les années 1960 par le psychologue Eckhard Hess ont montré que les pupilles des participants se dilataient jusqu'à 45% quand on leur montrait des images qu'ils trouvaient attrayantes sans qu'ils en soient conscients. Des recherches plus récentes ont utilisé ce signal pour prédire les préférences des consommateurs, l'intérêt romantique et même les réponses émotionnelles à des messages politiques, avec une précision supérieure à ce que les participants rapportaient eux-mêmes. Par ailleurs, les études sur les mouvements oculaires ont montré que la direction du regard, lors d'une question difficile, révèle si une personne accède à un souvenir réel ou construit une réponse. Ces patterns sont stables entre les individus et constituent l'un des signaux non-verbaux les plus fiables disponibles dans une interaction. L'histoire vraie. Chris Voss et les négociateurs du FBI. Chris Voss a passé 24 ans au FBI, dont une grande partie comme négociateur en chef pour les prises d'otages internationales. Dans son livre Never Split the Difference, publié en 2016, il décrit avec précision les techniques d'observation qu'il a développées et enseignées au fil de centaines de négociations à enjeux vitaux. L'une des compétences centrales de la formation des négociateurs du FBI est ce que Voss appelle l'écoute active calibrée, la capacité à observer simultanément les mots, le ton, le rythme de la parole et les signaux non-verbaux, en particulier ceux produits par les yeux et le visage, pour construire une image précise de l'état émotionnel de l'interlocuteur en temps réel. Voss décrit notamment une technique qu'il appelle le labeling émotionnel. Nommer à voix haute l'émotion que les yeux et le corps de l'interlocuteur semblent exprimer, même quand ces mots disent le contraire. Il semble que vous soyez inquiet par cet aspect de la situation. Cette technique, dit-il, produit l'un des deux effets suivants. Soit la personne confirme l'émotion nommée, ce qui ouvre la conversation vers ce qui la préoccupe vraiment. Soit elle la nie avec une véhémence qui, paradoxalement, confirme que l'émotion a touché quelque chose de réel. Dans une négociation de prise d'otage à Haïti qu'il décrit en détail, Voss et son équipe ont utilisé l'observation des microsignaux oculaires et faciaux d'un intermédiaire pour déterminer que celui-ci mentait sur la localisation des otages malgré des affirmations très convaincantes. Ils ont maintenu la négociation dans une direction différente de ce que l'intermédiaire voulait, basée uniquement sur ces signaux non-verbaux. Les otages ont été libérés. Ce que les négociateurs du FBI ont compris, et ce que Voss enseigne aujourd'hui dans les grandes entreprises et universités du monde entier, c'est que les yeux ne sont pas un outil de détection du mensonge. Ils sont un outil de lecture de l'état émotionnel réel. Et connaître l'état émotionnel réel de quelqu'un, c'est avoir accès à ce dont il a vraiment besoin, ce qu'il craint vraiment, et ce qui va vraiment le faire avancer vers une solution. C'est l'information la plus précieuse qui soit dans n'importe quelle interaction humaine. Le dialogue. Il a dit qu'il était intéressé par notre proposition, mais quelque chose me dit que ce n'est pas gagné. Tu as remarqué ses yeux quand on a parlé du budget? Ils se sont plissés légèrement, et il a regardé vers le bas pendant une seconde. Regarder vers le bas est souvent associé à une émotion intérieure forte, inconfort ou inquiétude. Et le plissement des yeux signale une tension cognitive. Il essayait de calculer quelque chose qu'il n'a pas dit. Donc le budget est un problème qu'il n'a pas voulu nommer. Probablement. La prochaine fois, nomme-le toi-même. J'ai l'impression que la question du budget mérite qu'on en parle directement. Ses yeux t'ont donné l'information. Maintenant, utilise-la pour ouvrir la vraie conversation. La leçon. Les yeux ne parlent pas de mensonges ou de vérité. Ils parlent d'état émotionnel. Quand tu apprends à lire cet état, tu accèdes à ce que la personne ressent vraiment, au-delà de ce qu'elle choisit d'exprimer. Et savoir ce que quelqu'un ressent vraiment, c'est la base de toute communication qui fonctionne réellement. L'exercice pratique. Cette semaine, dans tes conversations, observe la direction du regard de ton interlocuteur quand tu lui poses une question difficile ou inattendue. Note s'il regarde vers le haut, vers le côté ou vers le bas avant de répondre.
Observe aussi ses pupilles quand tu introduis un nouveau sujet. Dans un environnement à luminosité stable, une dilatation légère signale de l'intérêt. Une contraction signale du recul. Tu n'as pas besoin d'interpréter chaque signal. Il suffit de commencer à les remarquer. L'observation se développe avec la pratique, et chaque conversation est une occasion de s'entraîner. Chapitre numéro 4. Comprendre ce que les gens veulent vraiment. Dale Carnegie. Les motivations cachées derrière les demandes. La réflexion. Il y a ce que les gens demandent, et il y a ce qu'ils veulent vraiment. Ces deux choses ne sont presque jamais identiques. Un employé qui demande une augmentation veut peut-être simplement être reconnu. Un enfant qui fait une colère pour un jouet veut peut-être juste de l'attention. Un client qui se plaint du délai de livraison veut peut-être surtout qu'on lui dise qu'il compte. Un ami qui te demande conseil veut peut-être simplement être écouté sans que tu cherches à résoudre quoi que ce soit. La demande de surface est souvent un emballage. Ce qui est à l'intérieur de cet emballage est le vrai besoin. Et la plupart des gens passent leur vie à répondre à l'emballage sans jamais toucher ce qui se trouve dedans. C'est pour ça que tant de conversations se terminent avec deux personnes satisfaites de la forme et insatisfaites du fond. Les mots ont été échangés. Le besoin réel, lui, n'a pas été adressé. Apprendre à distinguer la demande du besoin, c'est l'une des compétences relationnelles les plus puissantes qui existent. Et Dale Carnegie en a fait le cœur de toute sa philosophie de la communication. Ce que la science dit. Abraham Maslow, psychologue américain, publie en 1943 sa théorie de la hiérarchie des besoins humains, qui va devenir l'un des cadres conceptuels les plus utilisés en psychologie, en management et en communication. Selon Maslow, les êtres humains sont motivés par 5 niveaux de besoins organisés de façon pyramidale. Les besoins physiologiques, à la base, puis la sécurité, l'appartenance et l'amour, l'estime de soi, et enfin, l'accomplissement de soi au sommet. Ce qui rend ce modèle particulièrement utile pour lire les gens, c'est l'idée centrale suivante. Une demande de surface correspond presque toujours à un besoin d'un niveau plus profond dans cette hiérarchie. Quelqu'un qui demande à être promu veut peut-être de l'estime. Quelqu'un qui cherche constamment à avoir raison veut peut-être de la sécurité. Quelqu'un qui demande de l'aide pour une tâche simple veut peut-être de la connexion. Des recherches en psychologie sociale menées à l'Université Columbia ont confirmé que dans 73% des conflits interpersonnels étudiés, la résolution du besoin sous-jacent rendait la demande de surface caduque ou secondaire. On ne résout pas les conflits en répondant à ce qui est dit. On les résout en adressant ce qui est ressenti. L'histoire vraie. Dale Carnegie et l'art d'écouter les désirs. Dale Carnegie publie en 1936 Comment se faire des amis, un livre qui va se vendre à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde et rester pertinent près d'un siècle après sa publication. Son principe central tient en une phrase qu'il répète sous de nombreuses formes tout au long de l'ouvrage. Le seul moyen d'influencer les autres est de parler de ce qu'ils veulent et de leur montrer comment l'obtenir. Carnegie avait compris, bien avant que la psychologie cognitive le formalise, que les êtres humains ne sont pas motivés par la logique ou la raison dans leurs interactions quotidiennes. Ils sont motivés par leurs désirs, leurs peurs et leur besoin fondamental de se sentir important. Et toute communication qui ignore ces moteurs profonds, aussi brillante et rationnelle soit-elle, rate sa cible. Il raconte dans son livre l'histoire d'un vendeur d'acier qui n'arrivait pas à décrocher un contrat avec une grande entreprise malgré des propositions commerciales excellentes. Carnegie lui conseille de changer complètement d'approche. Au lieu de parler de son produit, de commencer par poser des questions sur les défis du directeur des achats, ses priorités, ses contraintes, ses ambitions personnelles dans son poste. De laisser l'autre parler de lui-même et de ce qu'il voulait vraiment. Le vendeur applique le conseil. Il passe la première réunion suivante à écouter, à poser des questions, à refléter les préoccupations de son interlocuteur. À la fin de la réunion, le directeur des achats lui dit « Je pense que vous êtes exactement le type de partenaire dont nous avons besoin.
Et il signe le contrat le lendemain. Carnegie tire de cette histoire, et de centaines d'autres semblables, une leçon qui résiste au temps. Les gens ne veulent pas qu'on leur vende quelque chose, ils veulent qu'on comprenne ce dont ils ont besoin. Et celui qui prend le temps de découvrir ce besoin réel, avant de proposer quoi que ce soit, dispose d'un avantage que ni le talent, ni le prix ne peuvent compenser. Ce principe s'applique bien au-delà de la vente. Dans chaque relation, chaque conversation difficile, chaque moment où tu sens que quelque chose bloque sans pouvoir dire exactement pourquoi, la réponse se trouve presque toujours dans le même endroit. Quelqu'un a un besoin qui n'a pas été nommé et qui cherche à s'exprimer à travers une demande qui ne le dit pas directement. Le dialogue. Elle m'a encore demandé à travailler sur ce projet stratégique. C'est la 3e fois ce mois-ci. Et tu lui as dit non les 3 fois? Elle n'a pas les compétences pour ce niveau de responsabilité. C'est objectif. Peut-être. Mais tu t'es demandé pourquoi elle demande? 3 fois en un mois, c'est rarement une question de projet. C'est une question de reconnaissance. Elle veut savoir si tu la vois progresser. Donc je devrais lui donner le projet quand même? Tu devrais répondre à ce qu'elle demande vraiment. Pas au projet, à la question sous le projet. Je vois ton envie d'évoluer. Voilà ce que je vois en toi, et voilà comment on va travailler là-dessus ensemble. La demande du projet va disparaître d'elle-même. La leçon. Derrière chaque demande se cache un besoin plus profond. Derrière chaque conflit se cache un besoin non adressé. Quand tu apprends à voir le besoin derrière la demande, tu changes la nature de toutes tes conversations. Tu ne réponds plus aux mots. Tu réponds aux personnes. L'exercice pratique. Cette semaine, lors de chaque demande ou conflit que tu rencontres, pose-toi systématiquement cette question avant de répondre. Quel besoin plus profond cette demande essaie-t-elle d'exprimer? Reconnaissance, sécurité, appartenance, contrôle, compréhension. Ces 5 besoins fondamentaux sont à l'origine de la grande majorité des demandes que tu reçois chaque jour. Identifier lequel est en jeu, dans une situation donnée, c'est trouver la vraie clé de la conversation. Chapitre numéro 5. Lire une pièce entière, en 30 secondes. Sherlock Holmes, la lecture sociale instantanée. La réflexion. Tu entres dans une pièce. En 30 secondes, avant d'avoir échangé un seul mot avec qui que ce soit, tu peux déjà lire une quantité considérable d'informations sur les personnes qui s'y trouvent, sur les dynamiques qui les lient, sur les tensions qui circulent, sur qui détient le pouvoir et qui cherche à l'obtenir. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'observation structurée. Qui est debout et qui est assis? Qui parle et qui écoute? Qui regarde qui avant de répondre à une question posée par quelqu'un d'autre? Qui occupe physiquement le centre de l'espace et qui se tient en périphérie? Qui sourit avec les yeux et qui sourit avec la bouche seulement? Qui tient son verre devant lui comme un bouclier et qui laisse son corps ouvert vers les autres? Chacune de ces observations, prises isolément, est une donnée. Mises ensemble, elles forment un tableau d'une précision remarquable. Et celui qui a appris à le lire dispose d'informations que les autres participants n'ont pas encore formulées consciemment, même s'ils les ressentent. Ce que la science dit. La psychologie sociale a documenté ce qu'on appelle l'intelligence sociale, la capacité à lire rapidement et précisément les états mentaux, les intentions et les dynamiques relationnelles des autres. Des recherches menées à l'université de Cambridge par Simon Baron-Cohen ont développé un test appelé Reading the Mind in the Eyes, qui mesure cette capacité à partir de l'observation d'images de regards humains. Les résultats montrent d'importantes variations entre les individus et que cette compétence est partiellement innée mais largement développable par la pratique. Des études complémentaires ont montré que les personnes avec une haute intelligence sociale prennent de meilleures décisions dans des environnements complexes, construisent des réseaux relationnels plus solides et sont perçues comme plus dignes de confiance par leurs interlocuteurs. Cette compétence n'est pas réservée aux personnages de fiction comme Sherlock Holmes. Elle a été mesurée, décomposée et des protocoles d'entraînement ont été développés pour la renforcer chez n'importe qui, à condition de savoir quoi observer et comment organiser ces observations.
L'histoire vraie, Arthur Conan Doyle et le modèle Holmes. Sherlock Holmes est un personnage de fiction, mais il est inspiré d'un homme réel que son créateur Arthur Conan Doyle a rencontré dans sa jeunesse. Joseph Bell était un chirurgien écossais de renom à l'université d'Édimbourg, où le jeune Conan Doyle étudiait la médecine dans les années 1870. Bell était célèbre parmi ses étudiants pour une capacité qui semblait presque surnaturelle. Il pouvait déduire, en quelques secondes d'observation, d'un patient qu'il n'avait jamais vu, son métier, ses habitudes, son pays d'origine, et parfois des éléments précis de son histoire médicale, avant qu'une seule question ait été posée. Dans une démonstration devant ses étudiants, Bell regarda un homme qui venait d'entrer dans la salle et dit « Cet homme est un cordonnier de gauche. Il a récemment voyagé en dehors d'Édimbourg, probablement dans le nord. Il a un problème au genou droit qu'il ne mentionne pas. » Tout était exact. Conan Doyle était stupéfait. Il demanda à Bell comment il le savait. Bell expliqua méthodiquement la callosité caractéristique de la main gauche, typique des cordonniers qui maintiennent le cuir de cette main, la boue sur les chaussures de couleurs différentes de celles d'Édimbourg, et la légère irrégularité dans la démarche que le patient dissimulait par fierté. Bell ne faisait pas de magie. Il observait ce que tout le monde voyait, mais que personne d'autre ne prenait le temps de traiter consciemment. Il avait développé un système d'observation structuré qui lui permettait de transformer des données brutes en informations précises. C'est exactement ce que Conan Doyle a mis dans Holmes. Et c'est exactement ce que tu peux développer dans ta propre vie, non pas pour résoudre des crimes, mais pour naviguer avec une précision bien supérieure dans les situations sociales, professionnelles et relationnelles qui constituent ton quotidien. La différence entre quelqu'un qui entre dans une pièce et la lit et quelqu'un qui entre dans une pièce et ne voit que des gens, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'attention entraînée. Bell l'avait développé sur des décennies de pratiques cliniques. Sherlock Holmes l'avait dans ses gènes fictifs. Toi, tu peux commencer à la construire dès aujourd'hui. Le dialogue. Comment tu sais déjà que ça va être une réunion difficile? On vient juste d'entrer. Regarde qui est assis où. Marc et Sophie sont aux deux extrémités de la table alors qu'ils travaillent ensemble habituellement. Le directeur regarde ses notes et n'a pas levé les yeux quand on est entré. Et tout le monde parle plus fort que d'habitude. Parler fort, c'est mauvais signe quand c'est inhabituel, oui. Les gens parlent plus fort quand ils sont nerveux. Ça comble le silence et ça cache l'inconfort. Quelque chose s'est passé avant qu'on arrive. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'introduit pas de sujet controversé en début de réunion. On laisse la tension se dissiper d'elle-même. Et on écoute plus qu'on ne parle pendant les 10 premières minutes. Les premières minutes sont les plus révélatrices. La leçon. Lire une pièce, c'est observer avant de participer. C'est prendre 30 secondes pour collecter des données que tout le monde a sous les yeux, mais que personne ne regarde vraiment. Cette habitude simple, prise systématiquement, va transformer la qualité de toutes tes interactions sociales et professionnelles. L'exercice pratique. La prochaine fois que tu entres dans un lieu où se trouvent plusieurs personnes, une réunion, un dîner, un événement, prends 30 secondes avant de parler à qui que ce soit. Observe qui est avec qui regarde qui occupe le centre, qui se tient en retrait. Identifie la personne qui semble la plus à l'aise et celle qui semble la moins à l'aise. Fais cet exercice 10 fois cette semaine, sans chercher à utiliser immédiatement ce que tu observes. Juste observer. L'analyse viendra naturellement avec la pratique. Et dans quelques semaines, tu entreras dans une pièce différemment, parce que tu verras des choses que tu ne voyais pas avant. Conclusion. Tu te souviens de la phrase qui ouvre ce livre. Dans les 7 premières secondes d'une rencontre, ton cerveau a déjà pris une décision. Maintenant tu sais sur quoi il se base pour la prendre. Et tu sais comment l'aider à le faire avec plus de précision, plus de nuances et moins d'angles morts. Tu as traversé 5 chapitres, 5 portes d'entrée vers une lecture plus profonde du comportement humain. Le corps qui parle avant la bouche,
Les mots qui révèlent ce que la pensée voulait taire. Les yeux qui reflètent l'état émotionnel que la volonté ne contrôle pas. Les besoins cachés derrière les demandes apparentes. Et la dynamique d'une pièce entière, lisible en 30 secondes d'observation attentive. Ces 5 compétences ne s'acquièrent pas en une lecture. Elles se développent dans le temps, par la pratique, par l'attention répétée, par l'erreur et la correction. Un musicien n'entend pas la structure harmonique d'une chanson après avoir lu un chapitre sur la théorie musicale. Il l'entend après des centaines d'heures d'écoute active. La lecture des gens fonctionne de la même façon. Ce livre t'a donné le cadre. La pratique te donnera la fluidité. Ce que tu vas remarquer demain, c'est que les gens te donnent constamment des informations que tu ne voyais pas avant. Un sourire qui n'atteint pas les yeux. Un oui prononcé avec la tension du non. Une demande répétée 3 fois qui n'a jamais vraiment été entendue. Un regard qui s'échappe précisément au moment où la question touche quelque chose de réel. Une personne qui occupe le centre d'une pièce sans prononcer un mot. Une autre qui parle fort, pour cacher qu'elle se sent seule dans la conversation. Ces signaux étaient là avant que tu lises ce livre. Ils seront encore là demain. La différence, c'est que maintenant tu as des mots pour les nommer. Et nommer quelque chose, c'est commencer à le voir vraiment. Joseph Bell observait ses patients et voyait leur vie entière en quelques secondes. Ce n'était pas du génie. C'était de la pratique accumulée, de l'attention entraînée et un système d'observation structuré qu'il avait développé et affiné pendant des décennies. Paul Ekman a passé 50 ans à photographier des visages pour cartographier les émotions humaines. James Pennebaker a analysé des millions de textes pour comprendre ce que les mots révèlent sur ceux qui les choisissent. Chris Voss a négocié des centaines de prises d'otages pour apprendre à lire l'état émotionnel réel derrière les mots prononcés. Dale Carnegie a rencontré des milliers de personnes pour comprendre que derrière chaque demande se cache un besoin plus profond. Aucun d'eux n'est né avec un pouvoir particulier. Ils ont tous développé la même chose, une attention entraînée, un regard structuré et la discipline de regarder vraiment avant de parler. Tu as maintenant les bases de ce regard. Chaque conversation qui suit est un entraînement. Chaque interaction est une occasion d'affiner ton observation. Et chaque personne que tu rencontres te donne, si tu sais regarder, bien plus qu'elle ne croit te donner. Ton cerveau voyait déjà tout. Maintenant, toi aussi, tu vois. Nous arrivons à la fin de ce livre. Si certaines phrases t'ont dérangé, si certaines vérités t'ont obligé à te regarder en face, alors ne laisse pas cette prise de conscience s'arrêter ici. Avec Livre Académie, tu vas apprendre chaque jour à devenir meilleur. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos, continue à te construire au lieu de subir, et si tu as réellement appris quelque chose aujourd'hui, écris simplement en commentaire « J'ai appris ». À très bientôt.